dans une de nos précédentes vidéos, on a survolé le point de nos premiers jours en Italie, respectivement. Il me vient à l'esprit justement cette question, la solitude en diaspora. Comment l'as-tu vécu? Tout d'abord, je vais te dire bonjour Achille. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Non, moi je vais très bien. Et aujourd'hui, on aborde un sujet récurrent dans la diaspora qui est la solitude. Tu m'as posé la question comment moi j'ai vécu la solitude en diaspora. Déjà, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que la solitude. Pour moi, personnellement, la solitude, c'est un moment, ça peut être ponctuel ou ça peut être étalé sur une longue durée. Un moment où on se sent seul et on a peu de personnes ou pratiquement pas de personnes avec qui échanger. Souvent, on a des personnes autour de nous, mais ce n'est pas des personnes adéquates qui peuvent comprendre les moments que nous vivons. Moi, personnellement, j'ai vécu un moment de solitude qui m'a beaucoup marqué et j'appelle ça la solitude subie. Oui. Parce que je définis toujours, il y a deux types de solitude. Une solitude où tu subis plutôt parce que tu voudrais être avec les gens. Oui. Et une autre solitude qui est voulue. Une solitude que c'est toi-même qui l'as créée parce que La solitude peut-être... volontaire. Oui, volontaire, ouais. Et une solitude où tu veux te recréer, tu veux te reconstruire. Et moi, personnellement, j'ai vécu les deux. Oui. La première, celle que j'ai subie, ça a été un moment en 2014. Wow. Le 25 décembre. Je t'assure, Si tu te rappelles de cette date, ça veut dire que ça a été marquant. Ouais, c'est un jour vraiment, j'ai passé le réveillon, Noël, le 25 décembre, la fête de Noël, tout seul. Wow. Je n'avais pas d'amis à qui parler, je n'avais aucun membre de la famille, personne. J'ai appelé la famille au pays, personne n'a décroché. Wow. Tout le monde était occupé. Mes amis ici, personne. Je me suis couché dans mon lit comme un tout petit bébé, je t'assure. Et là, j'ai compris vraiment que j'étais seul. Parce que régulièrement, pendant les fêtes de Noël, on se regroupait entre nous et on fêtait ensemble. Et c'est 2014, je t'assure, j'ai passé les fêtes. Je pense aussi que cette solitude que tu as reçue, que tu as vécue, c'est pareil de mon cas, mais plutôt quand moi, mon premier été en Italie. Si tu te rappelles encore, mon premier été en Italie, c'était le Covid. Ouais. En 2019. Ouais. Donc, en 2019, je venais à peine de finir les examens. Et généralement, quand on finissait les examens, les personnes vont en vacances. Ouais. Donc, il y a beaucoup de mes gens autour de moi qui disaient « Oh, je rentre chez mes parents, je rentre... » Et c'était mon tout premier été ou mes premières vacances loin de la famille. Donc, j'étais loin de la famille et j'étais dans un autre continent. Mais tu ne penses pas que chez toi, c'était une solitude vraiment pas assez dosée parce que au moins j'étais là. Oui, c'est vrai, mais ouais, tu vois, disons que... Au moins j'étais là. Oui. Disons que vu que j'ai passé quasiment toutes mes vacances toujours en famille, ne pas être avec eux, c'est plus ou moins une tristesse de ne pas être proche des gens avec qui tu as toujours été pendant toutes tes vacances. Comme si tes habitudes ont été Exactement. Ouais. Tu dois comprendre, ou tu dois justement, comme tu as dit, tu dois te reconstruire parce que tu es dans un autre continent, tu es dans un autre contexte. Et justement, oui, c'était très marquant parce que même quand tu appelles la famille pour dire « Ah oui, je suis maintenant en vacances » et tout, ils te disent que courage, ça va aller. Mais en réalité, ils ne comprennent pas cette solitude-là que toi, tu es en train de traverser. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est un point marquant. Hein. Régulièrement, la famille en Afrique, tu sais, en Afrique, il y a le soleil, il y a la famille entière autour de soi. On ne comprend pas qu'ici, on peut rester tout seul. On peut être dans une maison et on n'a même pas à qui parler. C'est vrai que concernant le côté matériel des choses, on a tout, pour se discret, tout, on a Internet, tout, mais on n'a personne à qui parler. On n'a pas cette présence humaine, quelqu'un avec qui on peut
avec qui on peut extérioriser nos émotions. Et côté affectif, c'est souvent très difficile à vivre. Mais en réalité, je pense aussi que des fois, même on a ces personnes-là, mais on n'arrive pas à un niveau, justement, les Italiens appellent ça la confidence. Hein. Vu que tu as eu déjà la confiance avec d'autres personnes qui te connaissent réellement. Ici en Italie ou ici en diaspora, les personnes rencontrent différentes étapes de confidence. Donc, la personne avec qui même tu as de l'affinité, tu n'as pas de l'affinité comme peut-être ma famille dans mon cas. C'est évident, ce sont des nouvelles personnes. Oui. Ce sont des nouvelles personnes. Tu rencontres quelqu'un à peine un mois. Un mois, c'est exagéré, mais à peine une semaine, tu ne peux pas t'ouvrir à elle. Il y a des moments, il y a encore un temps de latence où il faut étudier la personne, savoir si on peut exactement faire confiance à la personne avant de s'ouvrir. C'est évident. Il faut un certain temps de latence. Et c'est souvent ce temps de latence-là, automatiquement, on se sent seul. C'est la raison pour laquelle on a cette fréquence habitude d'appeler le Cameroun. Oui. Parce que on ne matche plus avec côté émotionnel, on ne matche plus avec les personnes qu'on a laissées en Afrique, au Cameroun, dans notre cas. Tout à l'heure, justement, tu as évoqué les différentes solitudes que toute personne qui nous regarde ici, étant de la diaspora, peut traverser, comme la solitude subie et la solitude volontaire. À quel moment ta solitude subie est finie et tu as décidé de commencer cette solitude volontaire? Le premier cas, c'est pas toi qui veux. Hein. C'est pas que tu dis, ok, là, je commence à subir. Non, tu l'as subi parce que tu es passif. Ouais. Tu constates juste que tu es seul. Mais la deuxième, celle volontaire, c'est toi-même qui dis non, il faut que je me retire du bruit. Ouais. J'apprenne à construire quelque chose venant de moi-même. Et de façon anecdotique, la deuxième solitude, la solitude volontaire, elle commence aussi un 25 décembre. Wow. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Le Fermier Africain, Monsieur Paul, aujourd'hui je rappelle à l'audience, je fais aussi dans l'élevage de porc et j'ai une chaîne qui parle d'élevage de porc, même si aujourd'hui, pour certaines raisons, la chaîne a été un peu arrêtée, mais j'ai une chaîne qui parle d'élevage de porc où j'apprends les personnes intéressées par ce secteur à élever les porcs. La transformation du porc. Et aussi la transformation de viande du porc. Je reviens à notre discours. J'ai créé la chaîne le 25 décembre. Wow. Là, parce que ce 25 décembre, j'avais les invitations, les gens qui allaient venir à la maison. J'ai dit non, je veux rester tout seul parce que je disais, je vais créer ma chaîne, je vais lancer ma chaîne YouTube et vraiment développer ce secteur. Non? Et c'est la même année que je décide d'aller en Lombardie. Wow. Je laisse le Piémont. Je vais en Lombardie et je travaille là-bas pour un long temps. Et c'est là où je me redécouvre. Il faut rappeler que la Lombardie, c'est une région, une autre région en Italie. Et oui, c'est plus ou moins, si vous connaissez Milan, c'est la région où se trouve cette ville. Et c'est là où je me redécouvre. Je passe un bon temps avec moi. Oui. Et j'apprends vraiment à me connaître. C'est là, c'est l'une des meilleures années de ma vie ici en Italie. C'est là que je me suis vraiment redécouvert. Et même côté financier, j'ai fait assez d'économies. C'est là que j'ai compris que souvent, il faut s'isoler pour mieux apprécier déjà cette vie et mieux voir les gens différemment. Là, j'ai pu filtrer aussi mes contacts. Tes contacts, oui. Je pense aussi que comme deux autres points de solitude, on peut noter justement cette solitude-là du succès que beaucoup de personnes rencontrent aussi et la solitude communautaire. Parce qu'on a toujours l'impression que on est en Europe, on est en diaspora, surtout concernant la solitude communautaire. On est en Europe, on est en diaspora, on est entre africains, mais en réalité, les gens de la diaspora, surtout la communauté africaine, est une communauté très, 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 où une personne justement est beaucoup plus solide,
subis beaucoup plus la solitude parce que justement on est toujours en communauté, mais en réalité, pour mon cas, je me suis toujours senti seul parce que à la fin, il n'y a personne en soi qui te comprend ou qui te connaît réellement ou essaye même de savoir qui tu es et tout, mais dû au fait de l'effet de masse de la communauté, on suit un mouvement, on suit une personne sans toutefois savoir la personne singulière ou qui tu es et tout. Et la solitude du succès, on le rencontre généralement quand nous, on a un succès. Genre, peut-être tu prends peut-être ton diplôme ou tu réussis à avoir un boulot, un contrat indéterminé, que peut-être tu veux le partager avec une personne. La personne va te féliciter, mais il ne saura pas quels ont été tes sacrifices, par quoi tu es passé. Donc, plus ou moins, ça sera quelque chose où tu pourras juste recevoir des félicitations sans toutefois partager tes sacrifices que tu as eu avec. Après, sincèrement, c'est quelque chose que je trouve normal. Hein. C'est pas seulement un truc africain. Hein. C'est un truc, c'est la nature humaine. Les gens sont ensemble par centre d'intérêt. Si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, c'est difficile d'être ensemble. Remarque, pourquoi les Camerounais sont entre eux? Peut-être qu'ils ont des affinités, des choses en commun. Maintenant, dans ce groupe de Camerounais, il y a des gens qui sont peut-être intéressés par la culture. Ils vont passer plus de temps ensemble. Maintenant, dans ce groupe de personnes intéressées par la culture, il y a des personnes qui sont intéressées par la culture européenne. Ils vont passer plus de temps ensemble. Tu vas voir si encore dans ce groupe de personnes de culture européenne, il y a des gens qui sont intéressés par la culture française. C'est les affinités qui regroupent les gens. Ça, il faut comprendre ça. Nous, étant jeunes, quand on arrive ici, on a les mêmes centres. On vient d'arriver en Italie, on est tous ensemble. Après, tu vois des personnes qui... Si tu es à l'université, tu n'écoutes plus trop ton ami qui est au poli. Après, ces mêmes gens, les premiers qui vont se marier et ceux qui ne sont pas mariés, ils vont se diviser. C'est pas, pour moi, je pense pas que c'est pas quelque chose, c'est pas trop lié au succès. C'est vrai qu'il peut avoir ce côté un peu jalousie, mais c'est pas très lié au succès. C'est quoi? Tu fais quelque chose qui ne m'intéresse plus ou je fais quelque chose qui ne t'intéresse plus. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. C'est pour ça qu'on dit les vrais amis et les amis qu'on ne... Il faut pas vraiment jouer avec ces amis-là. Ce sont les amis qui, malgré les différents centres d'intérêt, vous réussissez à trouver des liens. Oui, un pont. Vous réussissez à trouver un pont. Tu vois, non? Et ce sont des amis de la vie. Ce ne sont pas les amis des centres du jour au lendemain. Non, en fait, parce que je pense aussi que c'est vrai aussi, parce que tu as dit tout à l'heure, moi-même, j'ai justement cette petite anecdote-là que moi-même, quand je venais... Du moins, je pense que c'est l'expérience de tout étudiant qui vient en diaspora. On est venu avec un bon groupe de personnes où on était très soudés. On faisait chaque samedi, chaque vendredi des rencontres et tout. Et comment on dit, mano à mano. Tu fréquentes plus ces personnes. Oui. Donc, c'est vrai parce que il y a une personne qui a choisi une autre filière, il y a un autre, donc il traverse une autre réalité, tu traverses une autre réalité. Les temps diffèrent, il n'a plus le temps, peut-être, voilà, toi aussi tu n'as plus le temps, moi-même j'ai plus le temps, je travaille aussi. Donc, tu te rends compte que chacun se divise de façon volontaire ou involontaire. Donc, en fait, c'est votre réalité, c'est votre nouvelle réalité. Donc, ta nouvelle réalité fait en sorte que si réellement cette personne-là, vous n'étiez pas attaché, vous vous détachez rapidement. Ça, c'est vrai quand même que c'est une réalité que toute personne en diaspora traverse. Dites-nous en commentaire de votre côté en diaspora ce que vous traversez dans votre vie en diaspora. Dites-nous d'où vous écrivez ce commentaire et on n'hésiterait pas de mettre un like. Il y a des gens qui pensent qu'elles ne sont pas seules alors qu'elles vivent une solitude. Ça me fait souvent rire. Le déni. Les personnes très connectées, réseaux sociaux, toujours en train de chatter à gauche, à droite, en réalité, ce sont les personnes les plus seules. Parce qu'il n'y a pas une vie sociale réelle. En réalité, c'est une vie sociale virtuelle. On est connecté, on s'écrit, mais si... c'est pour dans un téléphone, tu réussis à te créer 100 liens.
dans la vie normale, Ouais, tu ouais. peux pas communiquer avec 100 C'est personnes vrai, à la fois. c'est vrai. Tu vois un peu. C'est vrai. Et si on met ces personnes-là vraiment dans le même espace avec toi, Et vous n'aurez vous rien à vous dire. à vous dire, C'est vrai aussi que parce que, pardon, je sais pas si tu le sais, justement, sur ce que tu viens de dire, il y a une application qu'on appelle Snapchat. Et sur Snapchat, justement, il y a le système des flammes. Le système des flammes, c'est quoi? Garder un contact avec des personnes qui peut-être sont tes amis ou tes amis virtuels, mais en réalité, tu ne les connais pas. Donc, vous partagez des photos tous les jours, mais en réalité, quand vous vous voyez, vous n'avez rien à vous dire. Vous voyez juste parce que l'autre t'a envoyé une photo aujourd'hui, il fait quelque chose, toi, tu fais aussi quelque chose. Donc, chaque jour, vous faites le système de flamme, mais sans toutefois avoir une conversation. Genre, donc, pour toujours ce système-là, pour avoir une vie sociale virtuelle, mais en réalité, vous n'avez pas cette vie-là. mais je veux te poser une question. Hein. Tu penses que vivant ici en Europe, est-ce qu'on peut vraiment vivre une vie où sans se sentir seul? Avec toi, hein, si tu as la famille, tu as ton travail, est-ce que tu peux vraiment vivre une vie où tu te sens vraiment épanoui sans être seul, donc sans te sentir seul? Par rapport à la vie en Afrique, en Afrique, on se sent pas seul. La solitude. Si tu dis que tu te sens seul en Afrique, ça veut dire que côté vie sociale, ça veut dire que tu es vraiment tu es vraiment un spécimen. Parce que même les pires personnes, même les psychopathes. Oui, même le fou au quartier. S'en sort. sort. Je te dis, C'est même vrai. les pires personnes C'est vrai, en intelligence sociale s'en sortent en Afrique. c'est vrai. Tu as quand même aussi tes gars même, qui vomit les venins avec Oui, toi. oui. Vous allez passer le temps au quartier ensemble. Tu marches avec tes ennemis, vous vivez les biens ensemble. Tu dis que bon, ok, d'ailleurs, passons le temps avec lui, d'ailleurs. Voilà. On perd le temps un peu. Mais selon toi, tu penses qu'ici, en diaspora, est-ce qu'on peut vivre cette vie? Je pense qu'en diaspora, la solitude est omniprésente. Dans le sens que même si tu as une famille, même si tu es bien entouré, même si tu as un meilleur ami, il y a ce moment-là où tu ressens vraiment, je ne sais pas si c'est un phénomène de la diaspora, mais il y a ce sentiment-là à la fin de la journée, tu te sens toujours, il y a une minute de solitude. Je pense que si déjà moi je ressens ça, je pense que même ayant tout, il y aura toujours une minute de solitude que je ressentirai. Quand tu dis qu'une minute de solitude, en ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Est-ce que c'est un moment où tu veux combler ce moment, je ne sais pas, en recherchant les personnes, où tu veux t'extraire vraiment du milieu et dire, OK, ça c'est un moment à moi, c'est un moment cher, où je passe le temps avec moi-même, je dialogue avec moi-même, ou c'est un moment où tu dis, non, il faut que je le remplisse. Ah, ok. Non, quelles sont tes intentions dans ces moments où tu te sens seul? Il y a de cela 2 ans, je te dirais que c'était des moments où je voulais absolument les remplir parce que je n'avais pas appris à être seul. Ouais. Et après ces 2 ans-ci, que tant de choses se sont passées dans ma vie, tant d'expériences que j'ai eues, tant de leçons que j'ai apprises, j'ai compris que, comme j'ai dit au début, la solitude étant omniprésente, tu ne dois pas la subir, mais tu dois savoir l'apprivoiser. C'est-à-dire? Quand tu es dans ton moment de solitude, c'est le moment justement le plus intime de ta vie. Ça te permet de faire une introspection de tout ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire, peut-être, justement, comme j'ai parlé de 1 minute, durant cette 1 minute-là, tu fais une introspection de ta journée, des choses que tu as eu à dire, des interactions que tu as eu à avoir. Tu vas dire ça, certains m'ont dit qu'il profite pour aller t'en parler. Ouais. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Retournons sur le plateau, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est le tonton qui est drôle. Tu as parlé là comme un vécu. En disant que oui, il est important, justement. On a parlé aussi de ça
dans une de nos précédentes vidéos, parler à vous-même. C'est l'unique mode de grandir ou de progresser à une échelle plus exponentielle. Donc, justement, chaque fois que j'ai cette 1 minute là de solitude, c'est ça que je fais. Et toi? Sincèrement, la solitude, pour moi, c'est... Moi, j'ai créé des protocoles où, quand je me sens seul, tu vois, j'ai toujours le Kindle avec moi. C'est un objet pour moi. Ça a été ma plus belle découverte. J'ai acheté mon Kindle en 2022. Oui, 2022. Voilà, 2022, ouais. Je suis en Lombardie. J'ai acheté mon Kindle en 2022 et pour moi, c'était la meilleure découverte. Moi, j'ai dit, waouh, tu as une bibliothèque entre les mains. Dans mon lit, tu as le Kindle. Là, sur mon bureau, tu as le Kindle. Kindle, ouais. Dans mon sac, quand je sors, je mets toujours mon Kindle. Les moments où, soit je parle avec moi, c'est beaucoup plus quand je prends ma douche. Quand je prends ma douche, si tu me filmes en caméra, tu vas penser que ma tête ne tient pas. Je parle, je me pose des questions, je réponds. Et c'est un moment très cher quand je prends ma douche. Et les autres moments de solitude, c'est le Kindle. Je lis, j'aime beaucoup lire les méditations de Marc Aurèle. Waouh. Et qu'est-ce que je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Les méditations de Marc Aurèle. Oui. C'est un livre que Marc Aurèle a écrit. Oui. Et c'est même pas un livre, hein. C'était un peu comme son bloc-notes. OK. Parce que si tu vois vraiment les méditations, c'est pas des textes structurés. C'est pas que tu vois des paragraphes structurés, oui. mais c'est beaucoup plus des réflexions où il va parler, il va penser de la nature humaine. Il écrit un petit texte directement. Après, derrière, il pense peut-être de l'alimentation. Il va écrire un texte. Ce sont des trucs, c'est pas structuré, mais ce sont des bouts de phrases. Tu as l'impression de découvrir les réalités de l'Empire romain, mais qui sont encore valables aujourd'hui. Je pense aussi que, si je ne me trompe pas, Socrate a fait un style comme ça. Je pense que ça s'appelle les exercices de Socrate. Donc, il a sorti un livre où c'est plus ou moins un bloc-notes où il expliquait ses exercices à chaque fois, ou comment lui venaient ses réflexions. Ouais. Donc, il explique comment, plus ou moins, quel est le processus, comment venaient ses réflexions. Donc, il faisait une sorte de... Je pense que c'est les exercices de Socrate, Moi, si je ne me trompe ça pas. m'intéresse. Si je ne me Non, trompe moi, pas. c'est que je lis régulièrement, c'est les méditations de Marc Aurèle. C'est beaucoup j'ai découvert, c'est Ryan Holiday. C'est chez Ryan. Tu sais, lui, si vous suivez sa chaîne, si vous suivez la chaîne de Ryan Holiday, il est le filleul de Robert Greene. Oui. Et c'est parce que je suivais Robert Greene que j'ai découvert Ryan Holiday. Ryan Holiday, c'est un fou, c'est un malade du stoïcisme. Décidément, Robert Greene comparaît dans chacune de nos vidéos. Ouais, non, c'est... si c'est aujourd'hui que vous nous découvrez, oui. Sincèrement, les livres de Robert Greene, ce sont des livres très, très, très importants. Très importants autant pour moi, pour se découvrir, pour connaître la nature humaine. Et parallèlement, Ryan Holiday, qui écrit beaucoup sur le stoïcisme. Il a aussi un autre livre, 365 jours. Oui. Où tous les jours, 361 jours dans le stoïcisme. Tous les jours, il écrit des tests concernant le stoïcisme. Et sachant que Marc Aurèle était aussi un très grand stoïque, Ryan Holiday parlait beaucoup de lui. Et Ryan Holiday, il mangeait les méditations de Marc Aurèle. Tous les jours, oui. au petit déjeuner. Attention, j'ai dit méditation de Marc Aurèle. Oui. Le livre en français, ça s'appelle « Penser pour moi-même ». Le livre en français, si vous regardez, c'est « Penser pour moi-même ». C'est pas méditation de Marc Aurèle. Mais c'est le livre, c'est un bloc-notes de Marc Aurèle. Ma question, c'est, toi, justement, pour ceux ou celles qui nous écoutent, quel serait,
si on peut dire, l'unique conseil ou le conseil pour s'échapper de la solitude en diaspora? Sincèrement, moi, je le dis instinctivement, Oui, sans réfléchir. oui, Et quelque chose de supérieur à vous. Les gens qui vont beaucoup plus en dépression, oui. ce sont les gens qui soit n'ont pas une vie spirituelle, Mhm. soit n'ont pas un rêve supérieur. OK. Va regarder les gens qui sont allés en dépression. Elles vont te dire, même dans notre communauté, Oui. beaucoup de personnes sont allées en dépression, mais la religion les a fait sortir de la C'est vrai. dépression. C'est vrai. On remarque ça beaucoup quand même en communauté diasporique. C'est vrai. La religion les a fait sortir de la dépression. Parce que moi, j'ai toujours pensé, la vie a est comme une table Oui. avec 3 pieds. Je pense que je te disais souvent Oui, ça. oui. La vie, c'est une table avec 3 pieds. Si tu casses un pied, le déséquilibre naît directement. Directement, oui. Ces pieds sont quoi? Il y a la vie spirituelle. Oui. Il faut avoir une vie spirituelle. Soit, c'est pas Ça peut être musulman, chrétien, ça peut être bouddhiste. Ça peut être même oui. un rêve supérieur. Supérieur, oui. Que tu dis Oui. ça, c'est Oui. ça qui prend, c'est comme ça prenait toute ton âme. Oui. Tu dois avoir ça. Tu dois avoir une vie, le côté physique. Oui. Donc, tu dois faire du sport. Oui. Parce que tu dois te sentir en bonne santé physique. Quand je parle de sport, il y a aussi l'alimentation. Oui. Tu dois bien manger, faire du sport. Il y a aussi l'intellect. Tu dois nourrir ton cerveau. Ton cerveau, oui. Quand il y a un déséquilibre, donc un aspect qui ne va pas, c'est comme si ta vie... Oui. Ouais. Décidément, quand même, je pense que le chiffre 3, c'est un chiffre beaucoup récurrent. Et justement, même dans ton exemple, on remarque ça beaucoup aussi, même dans la religion, donc la Sainte Trinité, principalement chez les chrétiens et tout. Il y a aussi, même chez les bouddhistes, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, eux, justement, certains bouddhistes ou la religion bouddhiste, la croyance bouddhiste, s'il vous plaît, désolé, on retrouve toujours ce chiffre 3 là. Donc, je me demande, il faudrait que je m'approfondisse un peu sur ce chiffre 3. La religion peut être quelque chose qu'on n'aime pas, mais la religion a quand même canalisé les gens. La religion canalise les gens, ça va quand même chatouiller ta conscience, non? Oui, ta conscience. Oui, la religion, la religion peut avoir peut-être, en Afrique, on peut dire, ok, la religion n'a pas eu d'importance, mais ça canalise les gens. Va voir ça donne une ligne directrice. Exactement, oui, et vrai. l'homme a besoin de ça. L'homme a besoin d'un chemin. Oui, d'un chemin, c'est vrai. Sinon, tu es perdu. Oui, tu divagues. Ouais. C'est vrai. La religion a cette... Moi principalement, je ne suis pas religieux, mais je crois en Dieu, je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Justement, il faudrait faire cette différence entre le religieux et le spirituel. Donc, c'est deux choses très, très, très différentes. Oui, mais les gens qui n'ont pas cette faculté à se recréer comme ça, s'appuient sur une religion, ça peut être chrétien, musulman. Oui. Parce que tu sais qu'il y a les gens aujourd'hui, si on les retire la religion, la vie devient... le néant, quoi. Ouais. C'est vrai aussi qu'on remarque aussi beaucoup de ces personnes qui ont eu une reconversion, de cette personne qui était avant et de cette personne qui est après. C'est deux mondes différents. Donc, par rapport à des choses qu'il faisait, que tu te disais, bon, cette personne-là, bon, je ne sais pas pourquoi il fait ça et tout. Et maintenant que cette personne devienne croyante, tu dis, waouh, donc il suit un chemin, il suit un pont. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on sort nos épisodes chaque dimanche à 19h précisément, où on débat des sujets que personne n'ose faire, personne n'ose dire. Tu vois, comme je te disais, c'est quoi? C'est avoir quelque chose de supérieur et sincèrement, avoir quelque chose qui te drive. Quand tu as quelque chose, un rêve supérieur, c'est la meilleure façon de donner un sens à sa vie. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, la vie de se lever le matin, aller au travail, surtout un travail qui ne nous intéresse pas. Une routine. Une routine qui... Je parle un travail, avoir cette routine-là, aller dans un travail qui ne nous intéresse pas, on ne se sent pas utile dans notre travail, c'est la meilleure façon de mourir.
Wow. Parce que tu meurs à petit feu. Tu n'as plus quelque chose. Le matin, pour toi, c'est l'enfer. Quand il est peut-être 8 heures, tu dis, oh, encore une autre journée. Encore, oui. Mais quand tu as quelque chose qui te drive, tu es capable de te réveiller à 3 heures du matin, travailler sur ça, aller te recoucher encore. Donc, tu dirais que la mort, une mort mentale est plus grave qu'une mort physique. C'est ça? Bien, et c'est ça. Ici en Europe, on meurt tous les jours. C'est vrai. C'est vrai. On meurt tous les jours. C'est vrai c'est comme si on est dans une prison dorée. La vie ici est plus luxueuse qu'en Afrique. Oui. Mais bon, luxe est plus commode, si on peut dire comme ça. J'ai dit plus luxueuse, c'est relatif. Quand je dis plus luxueuse, je ne veux pas dire qu'elle est très luxueuse. Elle est par rapport à l'Afrique. Ouais. Mais qui se sent vraiment accompli ici? Peu. Moi pas, déjà. Peu. Après, je ne connais pas le cas des autres. Moi pas. Je pense que beaucoup de personnes, plusieurs personnes ne se sentent pas accomplies. Disons que surtout dans notre contexte diasporique, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup. Justement, on parlait de ça dans une de nos précédentes vidéos. Ce sentiment toujours que on aime se sentir patron, même qu'on a entre nous, tous ces personnes-là, justement, que même chez eux, ils n'ont pas l'occasion d'être ces patrons-là. Ils viennent montrer, ils viennent faire du paraître. Ça se voit vraiment que ces personnes-là meurent plus que même nous, qu'on a éveillé un peu l'esprit. Eux, ils ont décidé de mourir ce côté ou de ne pas nourrir leur cerveau parmi les 3 points que tu as cités, des 3 pieds. Ils ont décidé de ne pas nourrir leur cerveau et de subir la société, disant oh, non, je suis celui que je pense être en réalité, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Du moins, c'est ce genre de vie-là. Ce genre de vie-là, je veux pas vivre ça. Et toi, qu'est-ce que selon toi les solutions pour sortir de la solitude? Je pense à 2 solutions. La première solution, c'est d'être quelqu'un d'assez transparent. Donc, je l'avais déjà dit aussi dans une de nos précédentes vidéos. Appliquer ce qu'on appelle justement cette introspection-là à chaque fois dans vos vies. Appliquer cette façon-là de vous parler à vous-même. Et la seconde solution que je peux donner, c'est d'apprendre à faire des erreurs. Parce que beaucoup de personnes, dues au perfectionnisme ou drivées par le perfectionnisme, ont toujours cette peur-là de faire des erreurs. Justement, si tu as peur de faire des erreurs, ça veut dire que tu ne fais rien. Ouais. Tu ne fais jamais rien. Donc, si tu ne fais jamais rien, tu auras toujours l'impression que voilà. Mais en quoi ne rien faire ou faire les choses te fait sortir de la solitude? Parce que tu auras toujours peut-être, je te prends un exemple, notre échelle. Ouais. On va se sentir seul parce qu'on a beaucoup d'idées qu'on voudrait partager. Mais vu qu'on ne veut pas faire peut-être, on veut faire bien, on veut avoir une bonne vidéo, une bonne qualité d'audio, on ne va pas partager ce qu'on veut. On va se sentir seul avec nos idées. Ok, dans ce sens, ok. Bref, donc c'est dans ce sens-là que je disais. Donc la solitude, ça va pas toujours te concerner toi, mais ça va concerner peut-être quelque chose que tu veux faire, mais tu n'arrives pas à le faire. On vient tout à l'heure de parler de la solitude. On l'a défini et on a défini les différents types de solitude. Vous, personnellement, comment trouvez-vous la solitude? Comment la vivez-vous? Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de partager ce sentiment avec vous. C'est un aspect de la vie en diaspora dont on parle peu. C'est un point dont on veut vraiment exposer. On voudrait que la communauté débatte sur ce sujet et qu'on ne souffre plus de ce mal. Parce que c'est un mal qui tue nos ressortissants à petit feu. Parce qu'on n'en parle pas, c'est tabou, on a souvent honte de dire on se sent seul. Pourtant, la solitude, elle peut être bien vécue si on sait que d'autres gens en souffrent également. On veut vraiment avoir votre avis là-dessus et c'est sur ces mots qu'on vous laisse à une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir, tonton.